Alors aujourd'hui, je vais vous parler de data storytelling et de rationalisation du reporting. Ça va faire un peu écho d'ailleurs à la présentation pour ceux qui l'ont vu, qui ont participé au webinaire de la semaine dernière du département de la Gironde, qui a montré un bel exemple de data storytelling au travers un reporting sur le sujet du télétravail dans le département de la Gironde. Alors ici, ça va dénoter un petit peu puisque vous ne verrez, alors je ne sais pas, j'ai pas assisté à tous les webinaires et je ne sais pas si c'était général, mais en tout cas ici vous ne verrez pas Digdash. Je vais en parler, vous expliquer pourquoi cet outil est particulièrement bien adapté au data storytelling et au fait de rationaliser aussi son reporting, mais je ne vous montrerai pas d'exemple concret. Euh, Tout simplement parce que le temps m'était compté et ensuite parce que je fais partie de la société Senesis. Voilà. Je fais partie de la société Senesis qui est partenaire depuis pas mal d'années maintenant de Digdash et tout ce qu'on développe, évidemment, on le développe pour nos clients. Et comme ici, je ne suis pas associé avec un de ces clients, je ne serais pas permis de présenter leur reporting. Donc du coup, je vais plutôt vous parler de philosophie et d'esprit plutôt que de vous montrer des cas concrets. Mais par contre, n'hésitez pas à la fin à me poser toutes les questions et j'essaierai d'y répondre. Donc, juste pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Gilles Fiollet, je suis directeur de l'offre et d'innovation chez Senesis. Senesis est une société de conseil basée à Lille, présent aussi dans l'ouest de la France et bientôt dans le sud-est avec une agence qui va s'ouvrir sur Lyon. Notre baseline, c'est de révéler le potentiel des données de nos clients. C'est-à-dire qu'on est une société de conseil et d'intégration de solutions vraiment dédiée à la data et exclusivement à la data, que ce soit de la data gouvernance, de la qualité de données, de l'intégration de données et aussi du coup tout ce qui va tourner autour de l'usage, du reporting, du dashboarding, de la mise en lumière des données. Et à travers justement cette activité, il y a quelques années maintenant, on cherchait un outil sur lequel on pouvait qu'on pouvait proposer à nos clients avec le regard qu'on avait nous sur les outils de reporting, ce qu'on attendait d'un outil de reporting si on était client et qu'on devait acheter un outil. On avait un certain nombre de critères et d'exigences et en faisant le tour des solutions, on a rencontré Digdash et ça a tout de suite été un coup de cœur pour nous et donc du coup on a décidé de porter cet outil-là auprès de nos clients et de montrer tout l'intérêt qu'ils avaient à l'utiliser. Et un des intérêts majeurs qu'on avait identifié dans l'outil, justement, c'était sa capacité à réfléchir et à penser son reporting de manière globale. J'en reparlerai un petit peu après de cette idée-là et pourquoi nous on pense que Digdash répond bien à ça. Mais quand même pour vous expliquer un peu ce que je vais vous raconter pendant cette session de webinar, c'est de se poser la question de comment construire son nouveau reporting, profiter alors je ne sais pas si vous êtes client depuis longtemps, pas encore client, ou si vous êtes dans la réflexion d'acheter un outil de reporting. Mais généralement, quand on fait cette acquisition, quand on est dans cet esprit de refondre son reporting, la question de l'outil est importante, mais elle n'est pas unique et il faut surtout se poser la question de comment on va profiter des performances et des fonctionnalités de l'outil pour complètement revoir la façon d'engager ses équipes, la façon d'émettre des messages aux managers, aux équipes, à la direction au travers de cet outil de reporting, parce que c'est bien l'idée d'avoir
une plateforme qui passe des messages, hein. L'idée, c'est bien ça, c'est l'outil de reporting, qu'on y accède de son gré, ou qu'on reçoit du reporting, ou même s'il est affiché au travers d'écran dans l'entreprise, quel que soit le mode de diffusion, l'idée, c'est bien de passer des messages, de raconter une histoire, et de faire en sorte que chacune des personnes qui va recevoir cette histoire, ce message, puisse en tirer des conclusions pour son activité, pour lui, pour son travail, pour la façon dont il va contribuer à la performance de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est voilà, aujourd'hui, c'est ensemble de vous montrer comment on peut repenser cette façon de faire du reporting dans l'entreprise, et donc du coup d'exploiter les possibilités d'un outil comme Digdash pour le faire. Alors, ce qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est que si on se raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement le pilotage de la performance est, je crois, en plus, compte tenu du contexte actuel, que c'est d'autant plus important de piloter la performance de nos entreprises. Dans notre contexte, c'est comment on va reprendre une activité normale, comment passer ce cap de la crise sanitaire. Et donc, du coup, bien avant cette crise sanitaire, déjà depuis 2018, d'après PwC, les grandes entreprises et les directeurs financiers, parce que là, c'est une étude qui présentait les priorités des directeurs financiers. Donc, il y a 2 ans, cette étude montrait que les directeurs financiers avaient vraiment dans leur priorité le pilotage de la performance avant même finalement la stratégie ou la gestion du cash, par exemple, ici. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que chaque talent de l'entreprise, chaque acteur de l'entreprise puisse se positionner et positionner leur activité, leur contribution au travers un reporting, une présentation des chiffres de l'entreprise. Et ça, cette priorité qui était vraie en 2018, moi j'ai constaté sur les différents projets, les différents clients que j'ai pu rencontrer, et je pense que c'est aussi le cas chez vous, que globalement, ça restait toujours une priorité. Alors, encore une fois, certainement que la crise sanitaire va bousculer un peu tout ça, mais néanmoins, il est quand même très important de poser la question de comment je peux apporter une vision, une visibilité à l'ensemble de mes acteurs. Alors, ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est que globalement, si les managers, les directeurs financiers mettent vraiment cette visibilité, cette recherche de visibilité dans les hautes priorités, on s'aperçoit que globalement, dans l'opérationnel, dans la vie de tous les jours de chacun des contributeurs, finalement, il y a peu d'intérêt au reporting, en tout cas à la façon peut-être dont c'est fait. Alors ces chiffres que je vous présente là, il n'y a pas d'études qui les montrent très clairement. C'est un consolidé d'un ensemble de documents et de choses que j'ai pu lire. C'est aussi un constat que j'ai pu faire au travers des différents projets que j'ai fait sur la partie BI depuis plusieurs années. On se rend compte que globalement, tout ce qui est envoyé par mail, donc du reporting, des tableaux, du PDF, des choses comme ça, qui sont envoyés par mail à des listes de diffusion assez larges, globalement, on s'aperçoit que un seul rapport sur 10 à peu près est réellement lu et réellement utilisé. Ce qu'on s'aperçoit également, c'est quand on est administrateur d'une plateforme de BI et qu'on regarde le taux d'utilisation, le taux d'usage des applications qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs, on s'aperçoit finalement que sur à peine un quart ont vraiment une activité récurrente, c'est-à-dire que
sur l'ensemble des personnes qui sont habilitées à utiliser une plateforme. Globalement, si on regarde l'activité qu'il y a autour de ça, globalement, c'est voilà, c'est entre 25 et 30% d'utilisation réelle. Quand je dis utilisation réelle, c'est quelqu'un qui va vraiment l'utiliser tous les jours, enfin en tout cas à la fréquence à laquelle sont rafraîchies les datas. Et globalement, on peut dire, et ça, c'est pas forcément lié qu'au reporting ou à l'usage, mais on peut considérer aussi que finalement sur une entreprise, enfin un ensemble de ressources de l'entreprise, les trois quarts ne s'intéressent pas réellement à la data. Alors, on entend beaucoup parler, on met ce mot-là à toutes les sauces. Mais globalement, quand on est sur le terrain, quand on est dans notre activité, sur les chaînes, sur le contact de nos clients, finalement, la data et ce que peut nous offrir des plateformes d'usage de cette data, mais ça fait pas partie de notre activité, réellement en tout cas. Donc, du coup, il y a un vrai sujet autour de ça quand on a en charge la mise à disposition d'indicateurs, de données pour qu'elles soient manipulées ou finalement donner les chiffres du quotidien. Et on a à penser et on a à réfléchir sur la façon dont on doit pouvoir le faire. Et c'est là où finalement il y a un vrai besoin, une vraie nécessité à repenser. Et même si finalement on le fait depuis, enfin si notre reporting est là depuis un certain nombre de temps, que vous soyez par exemple déjà client depuis longtemps de Digdash, ça n'empêche pas de se remettre en question. Alors d'autant plus avec un outil comme Digdash qui est assez agile et qui permet finalement de refaire des choses assez vite, sans que ce soit un projet de longue haleine. Je pense il faut pas hésiter très fréquemment à se remettre en question et à se dire est-ce que le reporting que je faisais il y a un an, il est toujours d'actualité. Et alors pourquoi finalement on a parfois cette désaffection ou finalement le peu de réaction qu'on peut avoir sur les dashboards qu'on peut mettre à disposition. Alors, il y a plusieurs raisons. J'en ai cité quelques-unes qui étaient sur le fait qu'on était déjà dans l'activité opérationnelle et que globalement, moi j'entends souvent, j'ai pas forcément besoin de chiffres, je sais exactement où j'en suis. J'ai tellement l'habitude de mon activité que tu me donnes un chiffre d'affaires et je sais exactement si je suis bien ou si je suis pas bien. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir me positionner dans mon activité. C'est souvent une chose qu'on entend. Mais il y a aussi le fait que globalement, ce qu'on peut mettre à disposition, ça incite pas à l'utiliser. Alors il y a des data viz voilà, non inspirantes ou complexes. Voilà, je vous jouer là un exemple d'histogramme qui est pas réellement très parlant en soi, pas facile à lire. On a du mal à en dégager quelque chose. Est-ce qu'avec ça on est bien, pas bien? Est-ce que la tendance est bonne? Bon, c'est un peu compliqué de se projeter. C'est aussi parce que parfois on guide pas suffisamment notre auditeur. On va lui donner un tableau brut, voilà, comme on peut voir ici en bas, et c'est à lui d'aller creuser, d'aller chercher l'information, de se poser la question de est-ce que globalement, si je monte le nombre de divorces versus le nombre de mariages en Alabama, voilà, qu'est-ce que je peux en tirer? C'est toujours un peu compliqué. Et puis la troisième raison aussi, c'est que souvent on a pensé notre dashboard, notre reporting à instant T, et on l'a construit en essayant d'être le plus générique possible, pour qu'il puisse marcher dans tous les cas, ou enfin, en tout cas qu'il puisse apporter des réponses dans tous les cas. Et globalement, ce que je disais aussi, c'est que on n'est jamais dans les mêmes circonstances. La conjoncture est jamais la même. Les reportings qu'on faisait il y a 2 mois sur notre activité, il va falloir les repenser suite à cette crise sanitaire, parce que alors je sais pas
j'espère que c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser par rapport à cette crise sanitaire et avoir un reporting qui montre que le chiffre d'affaires a baissé, ben, je pense que ça va pas servir à beaucoup de monde, hein, on le sait tous dans l'entreprise et c'est pas ça qui va être important. Donc il va falloir se poser la question de comment je peux réanimer, réenchanter un peu l'activité et faire en sorte que ben, ça soit derrière nous. Ben, il va falloir se reposer cette question-là au travers du reporting et il va falloir les adapter. Et donc, les tableaux de bord, potentiellement, il va falloir les remettre en cause et les revoir. Et c'est là où globalement, on peut aussi aller chercher enfin, aller chercher l'engagement de nos auditeurs. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que globalement, ce qu'on présente avec nos reporting et ce qui va être mis à disposition de nos reporting, c'est aussi que globalement, on est souvent le côté droit de ce schéma, c'est-à-dire on vise à, à, à fournir de la visibilité des indicateurs à des personnes qui sont devant leur ordinateur au quotidien et qui vont aller chercher l'information au travers de la plateforme. Et on n'est pas en présentation en live où on a le contrôle finalement de ce qu'on est en train de présenter. Hein. C'est nous qui manipulons finalement l'indicateur et qui allons l'exprimer. Quand on cherche à donner de l'information à quelqu'un qui est devant son ordinateur, on n'est pas du tout sur le même niveau de contrôle et ça nécessite évidemment un peu plus de détails de donner un peu plus de détails à la personne pour qu'elle puisse aussi se poser les bonnes questions. Et c'est souvent là que généralement on commence à se perdre et c'est parce qu'on veut mettre un peu plus de détails parce qu'on n'est pas dans le contrôle qu'on va commencer à mettre beaucoup de choses sur la plateforme, beaucoup d'indicateurs, des pages avec beaucoup de graphiques en se disant ben, comme ça plus la personne en a, plus ce sera facile pour elle. Et c'est là où on commence finalement à perdre nos auditeurs. Alors pourquoi Digdash est particulièrement intéressant pour justement être dans cet esprit data storytelling. La première des choses, c'est qu'on est sur un outil qui est en mode centralisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'aspect applicatif comme on pourrait l'avoir chez d'autres dans d'autres outils où finalement bah, qui dit applicatif finalement dit une application pour ceci, une application pour cela et puis ça part chez X utilisateurs fait parfois aussi par X utilisateurs et globalement des indicateurs qui parfois ne peuvent plus se parler parce qu'ils portent le même nom mais les valeurs sont différentes, une représentation un peu différente chez l'un et chez l'autre et on commence à disséminer comme ça du reporting un peu partout et on n'est plus en train de raconter une histoire qui aura un sens, une cohérence. Donc le fait qu'on est sur un outil qui est vraiment en mode centralisé, un point unique, on a la capacité à donner cette vision d'entreprise. Alors évidemment, il y a les rôles, les portefeuilles un peu qu'on peut aussi dédier à telle ou telle personne et à telle ou telle activité. Néanmoins, on est quand même dans un esprit centralisé avec un dictionnaire centralisé, une vision, un tableau de bord qui a un point unique d'accès. Et c'est ça aussi qui va permettre de bah, d'avoir cette cohérence globale du reporting. La vision parole est aussi intéressante parce que une fois je vais vous montrer après un peu comment j'imagine moi les reporting je suis amené à en faire. Quand on a mis en place cette centralisation, eh bien, on peut l'adapter à chacune des activités ou à chacun des rôles. Et puis le troisième point, moi je trouve très intéressant et très vraiment porteur de valeur, c'est la capacité à faire des fabriques PowerPoint particulièrement, parce que ça veut dire qu'on peut aussi adapter à chaque moment un reporting. En allant piocher dans diverses représentations, on va se construire un nouveau reporting qu'on va pouvoir diffuser
et ça de manière très agile. Et ça va permettre d'adapter et de faire de là vraiment, pour le coup, de vraiment encore plus raconter une histoire qu'on va dédier à une représentation, à une présentation, un comité de pilotage ou autre. Alors, comment on peut bâtir un dashboarding? Finalement, ce qu'il faut, c'est à un moment, c'est revenir aux ambitions d'entreprise. C'est de se poser la question, qu'est-ce que doit représenter notre reporting? Ce que doit représenter notre reporting, c'est bien, est-ce on est en train d'atteindre nos ambitions? Et donc, du coup, se poser la question de ces ambitions, c'est aussi de se poser la question des KPI associés à ces ambitions. Quand on veut être le leader international, le leader français par exemple ou européen de telle ou telle activité, qu'est-ce qui va dire que finalement on a bien atteint notre ambition d'être le leader? Quels sont les KPI? Et ensuite, quels sont les axes de performance qui vont nous aider par activité à atteindre ces ambitions et donc à valoriser un maximum nos KPI. Pardon. Si je prends le cas, par exemple ici d'une société qui ferait de la logistique, du transport de marchandises, globalement, voilà, l'idée du tableau de bord, c'est de se dire, sur mes différents axes de performance, il y a l'axe client, l'axe exploitation, donc l'ensemble des transports, mon axe achat et mon axe homme, c'est 4 axes de performance qui vont me permettre d'atteindre les ambitions en tant que société de transport. Et donc, du coup, sur chacun de mes axes de performance, je peux me poser la question de quel est le point que je vais travailler. Est-ce que c'est la rentabilité client, pardon? Est-ce que c'est mon trafic qui doit être meilleur? Est-ce que c'est plutôt sur le voyage que je dois aller gagner de la rentabilité? Et donc, du coup, derrière, c'est pourquoi? Quelles sont les actions que je vais essayer de mesurer pour gagner pour gagner en performance sur ces axes de performance. Et donc, en me posant la question de ce pourquoi, eh bien, je peux finalement définir les quelques indicateurs qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Et globalement, quand on réfléchit à ça, on va se rendre compte que avec ici 6 ou 7 indicateurs, pas plus, KPI, j'entends, pardon, 6 ou 7 KPI, on peut déjà avoir une bonne vision de l'entreprise des actions qu'il faudrait mener. Derrière, évidemment, on peut descendre un petit peu plus et je vais en parler juste après. Un autre exemple, c'est un projet qu'on avait fait il y a très longtemps. Ça, c'était le cahier des charges initial. Donc, quand on avait démarré le projet, on nous avait dit, voilà, on veut mettre en place un reporting et j'aimerais avoir tout ça dans mon reporting. Donc, on avait un cahier des charges de 25 indicateurs. Je ne vais pas les détailler, ça n'a pas tellement d'intérêt ici, mais globalement, quand on a ce cahier des charges, on se dit, mais bon, comment je peux réfléchir, penser mon, mon, mon dashboard avec tout ça. Et bien, du coup, c'était très compliqué. Donc, globalement, j'accélère parce que je vois que je suis un petit peu en retard. Globalement, on a retravaillé avec le directeur général de l'époque en disant, OK, laissons tomber ces 25 indicateurs et je lui demandais, mais racontez-moi l'histoire. Si vous êtes en face de votre auditoire, qu'est-ce que vous voulez leur raconter? Et finalement, on en est, alors excusez-moi pour l'aspect graphique, hein, c'est un projet qui date maintenant, donc on était encore sur d'anciennes chartes graphiques. Mais ce qui est important, c'est essayer de voir en fait que finalement, de ces 25 indicateurs, ce qui est des charges de 25 indicateurs, on en est arrivé finalement en créer 4 qui finalement étaient capables de parler à l'ensemble des managers à qui était destiné ce dashboarding. Et donc du coup, on est passé de ce fichier Excel à ces 4 indicateurs en racontant l'histoire. Voilà, si je suis en face de mon auditeur, voilà ce que je vais raconter. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que quand on doit réfléchir à cette façon de faire un nouveau reporting, on va le réfléchir de cette manière-là. C'est
à qui je m'adresse déjà? Est-ce que je connais bien mon auditoire? Je suis sur des directeurs de région, je suis sur une équipe opérationnelle, je suis sur une équipe qui est en charge des ressources humaines, peu importe. L'idée, c'est de bien connaître son auditoire pour bien comprendre ce qu'elle attend de cet indicateur. Ensuite, quelles sont les raisons qui vont nécessiter la création de ce reporting? Pourquoi je suis en train de le faire? C'est mes ambitions. Quelles sont les ambitions que je cherche à démontrer? Pour faire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais attendre des récipiendaires, de ceux qui vont recevoir de mon auditoire, ceux qui vont recevoir les indicateurs? Qu'est-ce que j'attends d'eux une fois qu'ils auront lu ce dashboarding? Et enfin, comment je peux être certain qu'avec le reporting que je vais présenter, les graphiques que je vais présenter, que le message va être compris? Et donc du coup, on va construire comme ça son histoire déjà en établissant un pitch. Quel est le message global que je cherche à présenter? Qu'est-ce qu'on doit retenir de mon message? Et ensuite, on va faire ce schéma narratif, un peu comme on va raconter une histoire. Il y a l'intrigue, on pose l'intrigue, on présente les personnages, etc., etc. C'est exactement la même chose ici. On va établir les étapes les unes après les autres en fixant finalement les graphes qu'on va mettre en place. Et si je veux vous montrer un exemple que j'ai pu faire aussi avec un client. Voilà, c'est grosso modo, moi j'aime bien travailler comme ça. Avant même de me mettre sur l'outil, ben, je vais prendre des post-it et puis on va raconter, on va commencer à griffonner quelques graphiques pour montrer, est-ce que ça pourrait bien marcher, une boîte à moustache, un histogramme, un chiffre, une infographie. Et puis on va se fixer des messages. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ce qui fait le succès d'une représentation graphique, eh bien, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est évidemment la data. Il faut que la data soit juste, hein, elle soit bonne. Il faut que l'histoire soit belle. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter? Il faut avoir un objectif, un but, et puis des graphiques qui soient réellement parlants. Et si on a bien mis tout ça, si on a bien pensé tout ça, globalement, la data vise, elle va fonctionner et on va avoir des personnes qui vont la comprendre et qui vont se sentir engagées. Juste pour terminer, du coup, un petit récap. Hein, l'idée, c'est de se dire, voilà, quand je vais commencer maintenant à créer mon reporting, eh ben, je vais me bâtir d'abord peut-être un cockpit en ayant 4 ou 5 KPI. Et puis, sur ces 4 ou 5 KPI, je vais me poser la question de comment je les représente. Quels sont le type de graphe que je veux prendre. Est-ce qu'on est sur du histogramme, de la courbe, etc., en évitant évidemment le tableau pour le cockpit. Et puis surtout la règle de calcul. Est-ce que je suis sur du réalisé sur objectif? Est-ce que je suis sur du réalisé brut, du taux, etc. Et puis ensuite, on peut raconter l'histoire et la mettre en récit avec des pages différentes qui vont s'enchaîner. Et sur chacune des pages, soit une mise en récit verticale, comme a pu le montrer Monsieur Vio de la Gironde de la semaine dernière, soit une mise en récit horizontale, donc en passant de page en page pour présenter en fait finalement le détail de ces 4 ou 5 indicateurs. Voilà. Juste pour terminer, je vous conseille, je peux vous conseiller deux ouvrages vraiment très intéressants. Le premier qui est Storytelling with Data de Colin Nafik et qui est vraiment, si on veut apprendre à raconter des histoires, c'est vraiment un outil, un bouquin génial. Et puis Nathan Yo qui a une bonne vision aussi de la façon de faire des graphiques et pour qu'ils soient percutants. Voilà. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Je laisse très peu de temps finalement aux questions, mais je suis assez bavard.